y avait également le fait que des experts, des avis tranchés, des débats. Non mais un peu on lit. Retrouvez l'actualité du football européen et international. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Votre émission favorite, le FF du soir. En direct sur Twitch, sur YouTube et sur Discord. Mais Wimbledon, c'est vraiment hyper bas. En plus, je crois qu'il s'appelle même plus Wimbledon maintenant. Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission du FF du soir. Alors, on a décidé de modifier un petit peu le programme qui était prévu hier soir, parce que à l'époque où on a écrit le programme, en fait, la Super League n'était pas encore annoncée officiellement. Et donc, elle l'a été cette nuit. Ça nous a occupé toute la journée. Et donc, pour discuter de ce sujet-là, nous sommes plusieurs et nous sommes nombreux autour de la table avec beaucoup de gens qui sont contre et certaines personnes qui sont peut-être pour. À part moi, je veux dire. Enfin, moi, c'est bien le bon mot. Donc, on va commencer par Animal l'agressif qui a fait oublier ses petites mésaventures du quiz. Grâce à la Super League. Salut Animal. Ouais, bonsoir à tous. Content d'être là et puis ouais, ça va swinguer ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, on a notre habituel Guérin Thomas, supporter parisien. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis un peu mal à l'aise ce soir parce qu'il y a une personne que je n'aime pas qui est ici, mais bon, j'espère que tout va bien se passer. On a également Gideon. Ah, on a Alpha avec nous. Salut Alpha. Bonjour. Alpha, le célèbre Alpha. On a également Nolé avec nous, le petit jeune du Discord. Salut Nolé. Bonsoir à tous, et aujourd'hui ça va chier des bulles avec la Super League. Et on a un autre parisien. Salut Zalmonski. Salut à tous, heureux d'être là. Donc, je vous propose, alors, soit on peut parler un petit peu des sujets d'actualité, donc parler Ligue 1, ou alors on peut directement démarrer par la Super League, votre avis général. Et après, on donnera au fur et à mesure quelques informations en plus qu'on a et on essaiera de détresser une conclusion. On essaie quand même de parler un peu de la Ligue 1 ou on s'en fiche? Pour commencer, ouais. Eh bien, c'est parti pour la Ligue 1. Et pour commencer par la Ligue 1, on va s'intéresser au cas des 4 premiers, donc comme très souvent dans cette émission, et notamment au Paris Saint-Germain qui a fait vivre beaucoup d'émotions à ses supporters en une quinzaine de jours, avec un match, une victoire renversante contre Saint-Etienne. Et on peut se demander si c'est peut-être un peu la chance du champion, alors que vendredi, Lille avait perdu des points face à Montpellier. Monaco avait assuré tranquillement face à l'équipe en perdition de la Ligue 1 qui est Girondins de Bordeaux, tandis que Lyon a gagné plus ou moins dans la douleur face à Nantes. Un mot d'ailleurs d'abord du supporter parisien que tu es, Guérin Thomas, comment tu as vécu la fin de match haletante face à Saint-Etienne? Quand j'ai vu la première mi-temps et la deuxième, je me suis dit, bon, ça ressemble au match de merde qu'on a produit à domicile récemment. C'est-à-dire que tu as une équipe en face qui défend bloc bas, qui défend bien. Nous, on sait rien faire en fait face à ces blocs-là. Et en plus, ils nous mettent un but sur une passivité, c'est habituel, quoi. Donc je me suis dit, bon, comme d'hab, on va perdre. Mbappé te met le but à l'engagement, donc on se dit un espoir. Il y a le penalty de 1, on se dit bon, c'est fini, quoi, c'est sécurisé. Ils nous mettent un but parce que c'est toujours la même chose, quoi, passivité défensive. Sergio Rico, donc tu sais pas trop pourquoi. Rico c'est Banavas, mais bon après va trouver un club qui a un deuxième gardien aussi fort que le premier, il y en a pas beaucoup, quoi, non plus. Non, c'est vrai. Mais ce qui est problématique, c'est que Paris a deux visages, quoi. En Ligue des Champions, tu sens que l'équipe est ultra concentrée. En Ligue 1, après je les comprends aussi parce que bon, c'est pas la même adversité, mais c'est un peu dommage, quoi. Mais pour le coup,
Je pense que ce genre de match, avant le Bayern, je suis pas sûr que Paris gagne. Même peut-être Paris le perd, tu vois. Et le fait qu'il soit, déjà qu'ils aient pris le premier but et qu'ils soient revenus, qu'ils mènent et ensuite qu'ils mettent le but à la 95e, je pense que voilà, c'est quelque chose qui, je dirais pas fondateur, mais qui peut apporter un plus pour le sprint final. D'ailleurs, il y a une stat intéressante, c'est la première fois que Paris gagne après, en étant mené au score cette année. Ouais, Ils avaient perdu tous leurs matchs. Tout à fait. Ouais. Chaque fois Tous leurs matchs ont été menés. Ils avaient perdu, ouais. Chaque fois qu'on a été mené, on a perdu. Et là, c'est plus que le match nul parce qu'on a gagné. Donc, quand tu vois la forme du moment des autres équipes, bon, il y a Monaco qui tourne très bien. Bon, on les affronte plus. Lille qui, pour moi, même leur match contre Montpellier, c'était un peu la même problématique, c'est que Montpellier a très bien défendu. Lille, pareil, je pense qu'ils savent pas trop bien gérer les blocs bas. Tu sens que voilà, c'est plus le Lille qui était flamboyant il y a quelques mois. L'attaque est pas exceptionnelle, quoi. Il manque, je pense, un vrai buteur parce que Burak Yilmaz est pas encore revenu à son niveau d'avant décembre, quoi. Et Lyon, toujours le même avis, quoi. Je trouve ça ultra poussif. Moi, je pense que on va en parler un peu après, mais ouais, voilà. Et sachant que la semaine prochaine et la semaine d'après, t'as Lyon Lyon Lille et Monaco Lyon, je crois. Ouais, c'est ça. Lyon va jouer Monaco 2 fois, une fois en coupe et Lille. Et ouais, à ce moment-là, je pense je pense pas qu'on aura le champion, mais je pense que parmi les 4, il y en a au moins un qui va perdre, qui va tout perdre, quoi. Donc à voir qui ça sera. Effectivement. Un mot des deux autres supporters parisiens qui sont Nolé et Zalonski. Après, on s'intéressera du coup à Animal, supporter ligue. Ouais, moi je pense qu'il a tout dit. En fait, on a effectivement deux visages concernant le championnat et effectivement la Ligue 1. Enfin, on l'a vu déjà précédemment après le match exceptionnel, un moment, une fois contre le Barça, la défaite contre Lille. Bon, Saint-Etienne, c'est pas non plus le même calibre, mais ça reflète bien finalement le fait que en Ligue des Champions, on arrive à être solide et bizarrement, oui, en Ligue 1, on peine un peu même contre des équipes du. Et ouais, non, sinon c'est tout ce que j'ai à peu près à dire. Il a à peu près tout dit. Ok, ça marche. Nolé, tu voulais rajouter quelque chose ou parler peut-être d'une autre équipe, du coup, du top 4? Ouais, moi de mon côté, j'ai trouvé que le match, on l'avait globalement dominé. La possession était plutôt à nous. C'est nous qui avons effectué le plus de tirs, mais c'est vrai que je suis globalement d'accord avec les deux précédentes analyses. C'est-à-dire qu'en Champions League, on est ultra concentré, on est vraiment, on joue vraiment à 100% de nos moyens, mais là en Ligue 1, on joue un peu tranquille, pépère. J'ai envie de dire un peu, c'est normal parce que là, on n'avait pas nos meilleurs joueurs. En plus, Navas était absent, il y avait Sergio Rico qui était au gardien. Alors, Sergio Rico est bon aussi, mais il reste. Voilà, c'est pas non plus la référence. Et puis, notre défense reste passif, elle aussi. Mais quelque part, quand Marquinhos est absent aussi, c'est un peu normal. Et puis, grosse émotion à partir de la 75e minute. C'est-à-dire qu'il y avait 0-0. Et là, il y a les deux équipes qui marquent but sur but. C'est un peu Du coup, il y a beaucoup d'émotions en très peu de temps. On peut dire que ça peut donner raison à Agnelli qui veut diffuser les 15 dernières minutes d'un match. Non, je rigole. On en parlera après. Oui, Animal agressif. Comment t'as vécu? Voilà, victoire importante, mais victoire importante pour nous, mais c'est cool de l'avoir gagné aussi parce que Lille avait perdu quand même 2 points. Et ça, dans la course au titre, je pense que c'est très important et ça peut donner confiance. Ouais. Voilà. Du coup, Animal, comment t'as vécu? Juste, j'ai envie de rajouter, c'est plus dans. Attends, juste avant que Animal parle, c'est plus dans la manière en fait qui m'intéresse, le fait que qu'on ait gagné en étant mené. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut vraiment sur un sprint final vraiment apporter, quoi. Un supplément d'envie et d'âme, je dirais.
Oui, puis même il y a une particularité, c'est que à part le PSG, il y a aucune équipe parmi les quatre premières qui, enfin il y en a aucune des autres du coup des trois, qui dit réellement jouer le titre. Même si au fond d'elle, on sait bien que c'est le rêve clairement de gagner le titre et enfin enlever la domination du PSG. Ça Mais c'est parce que je pense que les quatre équipes sont trop proches et ce serait drôle quand même que, par exemple, je sais pas, Galtier il te dise on vise le titre, mais qui finit quatrième, quoi. Ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est ça. Et bon, après, les gens font attention. Imagine un entraîneur qui te dit, sauf le PSG évidemment, qui te dit on vise le titre, au final tu finis quatrième, tu joues même pas Ligue des Champions, enfin, Ligue des Champions ou quoi que ce soit. C'est la cata. La Ligue. Et là tu te dis, mais attends, on joue pas le titre. Pour ça, il y aurait que 3 équipes, je pense, qui seraient dans cette course au titre. Oui. Il y aurait peut-être moins de risques pris dans le sens où ils se diraient, de toute façon, on jouera la Ligue des Champions, mais là il y en a 4, il y aura forcément une des 4 équipes qui pourrait être l'arnaqué de l'histoire, quoi. C'est vrai. Ouais, et au passage, respect quand même à Mauro Icardi qui est pas très très souvent titulaire, qui est toujours un peu, disons, dézingué par certains supporters parisiens, mais chaque fois qu'il est là, il marque. Donc, pas chaque fois non plus, mais souvent. C'est pas si vrai que ça. C'est pas si vrai que ça. Je suis pas trop d'accord avec ça. Mais bon. Enfin, bon, après, on pourra Ah oui, non, mais t'as le droit de pas être d'accord avec moi, ça c'est. Sur pourquoi il est pas là aussi, parce que c'est ça la réalité des choses. Vas-y, Animal, du coup, ton avis du coup sur Lille, comment t'as très frustrant peut-être la soirée du vendredi soir du coup. Ouais, bah forcément j'étais déçu du résultat parce que à mes yeux la défense de Montpellier, il y avait forcément moyen de la percer plus que ça. Mais clairement il y a un souci en attaque et je vise principalement même pas Yilmaz, même s'il loupe un face à face. Parce que il est assez irréprochable quand même sur la saison. Je viserais plutôt Ikoné et Bamba qui clairement sont des poulets sans tête, qui ne font plus rien de bon. Ils ont eu leur sur-régime de début de saison, quelques coups d'éclat par-ci par-là, comme Yazice au final. Et au final, ce match il est vraiment symptomatique de ce qui se passe à Lille. C'est que voilà, grosse défense, un bon milieu de terrain, Benjamin André qui est excellent. Mais devant, il y a un vrai souci de finition. Et ouais, contre Montpellier, il y avait vraiment mieux à faire. Même si Montpellier a bien défendu et en plus c'est vrai ce qui a été dit précédemment, c'est que Lille a énormément de mal à jouer contre des blocs bas. Et le souci, c'est que en Ligue 1, t'affrontes énormément de blocs bas. Donc, au bout d'un moment, Montpellier l'a joué de cette façon. J'ai même envie de dire qu'ils ont eu raison parce que c'est le point faible de Lille. Et je pense vraiment que là, c'était le Joker grillé de trop et que le but d'Icardi à la dernière minute comme ça, c'est clairement pour moi un but de champion. Et en plus marqué par Icardi qui a un peu une aura de drama autour de lui, ça veut tout dire à mes yeux. Je suis persuadé que Paris sera champion et que Lille a malheureusement très mal joué le coup. Même si je pense qu'ils vont quand même faire un bon résultat contre Lyon. Je les sens quand même craquer par la suite à cause de la suffisance offensive. Ok, merci pour vos avis. Du coup, je vais un peu m'exprimer sur le match de Lyon et comment j'ai vécu la fin de match parisienne du coup. Bah, très honnêtement, je vais vous dire les choses. J'avais pas regardé trop le match du PSG parce que bon, c'était à 13h, etc. C'était pas forcément dans les plans. Puis après, j'ai commencé à mettre le match vers la 65e, 70e et on a vécu une fin de match de folie et on a vibré avec les Stéphanois pour une fois, moi en tant que supporter lyonnais, pour être finalement déçu. Donc, après, c'était un petit peu annoncé dans le sens où, de base, on n'avait pas forcément coché sur le PSG qui perdait des points face à Montpellier, donc, enfin, face à Saint-Etienne. Donc, on va dire que ça reste dans l'ordre des choses. Le match de Lyon, comme très souvent, une bonne première mi-temps et puis derrière, pas grand-chose. À noter que quand même Paqueta est en très très grande forme et ça fait plaisir du coup parce que c'est vraiment un joueur de classe et sans lui, je sais pas où on serait cette saison. Sans lui et Memphis du coup, je sais pas où on serait cette saison et donc
Après, là, il reste 4 matchs. Je reste sur ce que j'avais dit, je crois, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Je vois Monaco champion, en fait. Je vois Monaco griller tout le monde. Et je vois Lille craquer complètement. Et Lyon finir à l'arrache 3e. Mais pour moi, je pense que Lyon va gagner contre Lille et faire nul contre Monaco. Et donc, ça suffira pas pour être champion. Mais je pense que Lyon va l'emporter face à Lille. Et donc, je vois bien un Lyon 3e et griller la politesse à Lille. À voir si c'est pour disputer la Ligue des Champions ou je ne sais quelle autre compétition. Voilà sur ça. J'ai une question. Ouais. Tu penses quoi du petit drama qu'il y a eu autour de Depay quand il est sorti, qui a été remplacé en fin de match? Ah, parce qu'il est sorti. Même pas en fin de match, en milieu de deuxième mi-temps. Depay, quand il sort avant Ouais, le match, j'ai senti qu'il avait l'air assez énervé quand même un peu blasé, quoi. Quand il sort avant la fin du match, il est toujours comme ça. Après, ça lui passe rapidement dans les vestiaires. Il n'a pas arrêté de publier des célébrations sur son but, donc je pense que il est frustré. Enfin, c'est un mec qui est comme ça. Ouais. Je pense pas qu'il en tienne forcément rigueur Garcia. Et de toute façon, Garcia, c'est. Okay. Il a fait sortir plus ou moins parce qu'il y avait. Surtout que... Ouais, vas-y, je t'écoute. Ouais, mais surtout que il est en fin de contrat, quoi. Donc, oui, de toute façon, ça change. Je sais pas ce que t'en penses. Ça change pas. Ouais, ça change pas. Pour moi, ça change pas grand chose. Il est toujours impliqué dans le projet, je trouve. De toute façon, il avait tweeté en septembre qu'il voulait ramener le club en Ligue des Champions. Et il est en passe de réussir plus ou moins sa mission. Donc c'est une bonne chose. C'est un joueur que j'apprécie malgré tout. Parce qu'en fait, contrairement à ce que certains disent, pour moi, il s'est jamais vraiment trop caché. Et on a vraiment eu un joueur de son calibre-là à Lyon ces dernières années. Et je pense que c'est un mec même qui serait à l'avenir capable de revenir. Enfin, ça dépend dans quel club il filme, mais de revenir voir des matchs à Lyon, ça m'étonnerait pas du tout, je pense. Donc, ouais, c'est un joueur que j'aime bien, mais voilà, sans plus. On avait un deuxième sujet sur le maintien. Enfin bon, je pense que ça nous passe un peu par-dessus la jambe. En fait, globalement, c'était pour dire que c'était quasiment fait pour les 2 dernières places. Là, Nantes a 3 points de retard sur le 18e qui si je dis pas de bêtises. Et il reste 5 matchs. Il faudrait qu'ils en gagnent presque 3 pour être sûr d'être là. Et je les vois pas gagner 3 matchs. Donc bon, après... c'est les dérives du foot business, comme on dit, Kita va faire descendre encore une fois le FC Nantes. C'est un peu triste, mais je sais pas si vous voulez vous exprimer dessus ou... De toute façon, on en avait déjà un peu parlé, je crois, une dernière fois. Donc voilà. Ou ça coupe chez toi, Lobo? Non, moi pareil, j'ai du mal. Vous avez du temps? Ça coupe pas mal chez toi. Ouais, ça coupe pas mal, j'ai l'impression. Je vais faire gaffe avec mon réseau, du coup. Ok, ça marche. Non, je disais si vous vouliez vous exprimer sur... Après, ouais. Concernant Nantes, après, ouais, c'est vrai que c'est un club qui est quand même historique en Ligue 1. C'est pas non plus n'importe quel club. Ça fait toujours un peu de mal quand on voit un gros club qu'on connaissait quand on était enfant, qui peine un peu dans le championnat actuellement. Mais c'était pareil à peu près pour Lens aussi à une époque et ils sont bien revenus. Donc je me fais pas trop de soucis pour Nantes à ce niveau-là. Je pense que Lens avait Germain Martel aussi. Hein. Donc c'est à peu près la même valeur que Kita. Donc... Ouais, voilà. Après, je connais pas la situation lensoise du président lensois, mais en tout cas, ça a l'air d'être un club qui est bien plus sain que peut être Nantes ou Bordeaux, hein, qui sont quand même 2 clubs historiques qui sont dans une perdition totale aussi. Hein. De toute façon, si c'est cette année, c'est Nantes. Cette année, c'est Nantes, mais ça sera peut-être Bordeaux l'année prochaine. Ouais, Bordeaux, c'est quand même catastrophique. Hein. Ils sont pas sauvés encore. Hein. Faut faire gaffe. Hein. Bordeaux n'est pas sauvé encore, surtout qu'en plus, ces derniers, surtout avec Dijon qui a gagné son dernier match, on ne sait jamais. Après, Dijon, ça peut mettre quasiment. Ouais, Dijon un peu loin quand même. Dijon, mais, Dijon, ils ont quoi? Ils ont 10 points. Nîmes est à 4 points, je crois. Lyon est à. Non, Dijon a tour de retard pour moi.
Lyon, c'est mort. Hein. Dijon, ils font pas. Dijon, ils ont 10 points de retard sur Nantes. Mais Nîmes et Nantes peuvent largement revenir sur Bordeaux. Je regarde. Nantes n'a que 4 points de retard sur Lorient, premier non relégable. Et 3 sur Lyon, qui est barragiste. 4 points, 5 matchs, dans les c'est beaucoup en faits, vrai pour des équipes qui tournent à un point par match. 4 points, 5 matchs, ils gagnent quasiment 3 matchs. Ouais, c'est. Après, t'as la fin de saison, tu sais, t'as des équipes qui n'ont rien à jouer. C'est vrai. Après, ils rencontrent des adversaires directs, donc c'est à tout double. Mais si, là, ils ouais. vont jouer Strasbourg. Ah, oui, voilà. Il y a toujours les playoffs. Aussi, oui. Faut terminer 18ème et après, t'es quasiment sûr de rester. En vrai, c'est quasiment assuré de rester en Ligue 1. Hein. Comme on l'avait dit. C'est qui le troisième en Ligue 2? En Ligue 2, là, c'est Clermont. C'est Clermont, mais en fait, ça va jouer. C'est très serré. Hein. Clermont, c'est même pas Grenoble. Il y a Grenoble, Paris FC, Toulouse. Ça va jouer entre ces équipes-là. Ok. Donc, effectivement, on va suivre. Et Auxerre aussi, qui est pas très loin. Et oui, encore une fois, le barrage, ça a été mis en place aussi pour protéger les intérêts des puissants. Donc, bon, c'est toujours pareil, quoi. Donc, on va passer Plus. on va passer à l'actualité qui nous intéresse tous. Allô? Désolé, ça coupe énormément. Tes phrases sont Attendez, je là, on t'entend plus du tout. Peut-être qu'il parle pas. Ah si, puisqu'il y a Laurent qui... Si, allô? Vous m'entendez? Vous m'entendez? Ouais. Oui, j'ai décidé de bousculer sur mon téléphone, du coup ce sera plus simple. J'ai dit, on va passer à l'actualité qui nous intéresse tous aujourd'hui, qui nous a excités pendant toute la nuit. C'est toute la journée aussi. Toute la journée, la Super League. Donc l'autre débat, c'était du coup, êtes-vous pour ou contre la Super League? Donc un petit tour de table avec un argument et après on exposera un petit peu plus qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est peut-être dans quel sens ils ont voulu mettre ça en place et quelles sont les conséquences plus ou moins directes. Donc on va commencer par Animal, pour ou contre cette Super League? Un petit argument? Non, en fait, il y en a tellement. Mais déjà, pour commencer, en fait, j'ai l'impression de voir un fantasme de gosse sur FIFA où tu crées ta ligue avec tes 20 clubs, tes 20 gros clubs et après tu te fais plaisir. J'ai l'impression de voir ça en vrai. Ça va rien donner de bons trucs. Déjà, c'est juste un gros bras de fer entre l'UEFA et tous ces présidents là qui ont décidé de créer cette horreur. J'ai honte pour les 12 clubs dont celui que je porte. C'est d'autant plus un gros haut doigt d'honneur quand tu vois par exemple des clubs comme Liverpool qui sont des clubs soutenus la plupart par la classe populaire qui se retrouvent là-dedans. D'ailleurs, ils ont déjà manifesté leur mécontentement. Même un club par exemple comme Manchester United, j'ai vu ça défiler aujourd'hui qui est tout à fait vrai. Quand tu penses que dans leur histoire il y a eu le crash de Munich de 58 qui est dû au fait qu'il y a des gamins au club qui sont morts pour la Ligue des Champions en 58 et maintenant les Busby Bay. Les Busby Bay ils sont morts quoi, je veux dire un plus gros doigt d'honneur à l'histoire du club que ça, je pense pas que ce soit possible quoi. Je pense que lui pisser sur leur tombe ça aurait été moins insultant. Ouais, clairement, c'est un gros molar jeté et puis même ce qu'on disait aussi tout à l'heure en off, c'est parce qu'il a fait des grands moments de Ligue des Champions, parce que ce qui fait le charme de la Ligue des Champions, c'est le fait que les grosses affiches, tu les as pas tout le temps, tu les savoures, elles sont uniques, et là, tu peux switcher avec n'importe quel gros match comme tu veux, tu n'auras plus d'exploits par exemple comme Porto Juve qu'on a eu cette année. L'Ajax, ouais, ces trucs-là, tout ça tu le perds au profit du grand pouvoir, de l'appât du gain. Et ça m'énerve au plus haut point de voir ça. Et maintenant, en
plus ça parle de sanctions de l'UEFA qui empêcheraient les joueurs d'aller jouer pour leur équipe nationale. J'espère que ça va soulever des réactions de la part des joueurs qui sont concernés. Ça m'étonnerait quand même que certains décident de renoncer à porter le maillot de leur nation comme ça. Moi, j'espère, on aura l'occasion de développer après, mais voilà, je laisse la parole aux autres. Ok, merci pour ton avis. Du coup, Garen Thomas, ta première réaction quand on a entendu parler, pour, contre, intrigué? Plutôt contre, je dirais, un peu les mêmes arguments, quoi. Le fait que les mêmes équipes, ça va banaliser un peu les affiches, quoi. Clairement, la Ligue des Champions, c'est quoi? C'est toujours vraiment facile. Tu vois les gros matchs, t'en as les 3-4 par saison. Là, tu vas avoir les mêmes affiches en fait chaque semaine. Est-ce que ça va être si intéressant que ça sur le moment, oui. Sur la durée, je suis pas certain. Pareil aussi le fait que les petites équipes qui font des petits ébobés, style l'Ajax, c'est vrai qu'on va plus jamais revoir ça si t'as la Super League. Après, bon, faut pas mentir que avant qu'il y ait eu l'annonce, je dirais pas récemment, mais même avant, au début, quand on a parlé Super League, ça avait quand même hypé pas mal de monde. D'avoir la possibilité que les grosses équipes s'affrontent comme ça. Je suis plutôt favorable à avoir un format Super League peut-être sur une année où il n'y a pas des champions, il n'y a pas l'Euro, il n'y a pas le Monde par exemple, pour voir ce que ça peut donner, quoi. Mais ouais, avoir une Super League fermée comme ça en pleine saison, ça je suis pas d'accord. Ok. Et clairement, j'ai plus l'impression que c'est plus un mouvement qui est fait par les grands d'Europe pour faire pression sur l'UEFA plutôt que vraiment quelque chose qui va vraiment être instauré. Enfin, c'est pas viable. Tu peux pas. Enfin, les clubs ne vont pas risquer le fait que les joueurs vont pas jouer de compétition internationale, des champions, c'est pas possible. Ah, mais imaginons que ça ne marche pas au final, que les audiences sont pas au rendez-vous, qu'il y ait vraiment un boycott de la part des fans européens. Au final, qu'est-ce qui va advenir de ces clubs? Que l'UEFA va dire c'est bon, vous pouvez revenir maintenant, il n'y a pas de problème. C'est ça le problème, c'est que l'UEFA va les accepter parce que ça reste des historiques, mais au fond, est-ce que les gens vont l'accepter? Je suis pas du tout sûr. Oui. Ça pourrait clairement ternir les clubs. Oui, c'est clair. Alors du coup, Alpha, ton point de vue de supporter de United avec El Woodward qui est très connu et très aimé à United pour ses nombreuses mesures pro-supporterisme. Après El Woodward, c'est un pion. Hein. Le monsieur en lui-même, les fans, il y a quand même des idées de merde, mais ils ont rien compris dans le sens où ils savent que c'est juste un pion, quoi. Le vrai problème du club, c'est pas Woodward. Si tu mettais Woodward avec un président compétent, il serait juste un pion. Je veux dire, il sert à rien dans les faits. Je veux dire, le vrai problème, il vient vraiment des Glazers, quoi. Ouais. Et le problème, c'est que les Glazers, ils s'intéressent plus au fait de vendre des maillots à des Asiatiques plutôt qu'au fait de faire une équipe de foot. On l'a vu, je veux dire, ça se voit depuis 2013, depuis que Ferguson est parti. Les vrais bons recrutements qui étaient malins, intelligents, bien pensés, qui ont réussi, on a un, il y a Bruno. Le reste, ça a été soit des bides, soit des semi-réussites. Sinon, les autres bons joueurs, ça a réellement été des joueurs formés. Donc oui, au final, le fait que les Glazers soient présidents de ce projet, c'est pas étonnant une seconde. Je veux dire, pour les supporters, vraiment, lorsque la news est sortie, on s'est dit, ok, personne n'a été surprise. Tout le monde s'y attendait. On s'y attendait parce qu'on s'est dit, ils sont pas assez cons pour mettre des incompétents à ce niveau-là. Je trouve que si. Mais c'est pas surprenant dans le sens où c'est logique au vu du projet sportif avec des énormes guillemets, plutôt le projet économique qui est devenu Manchester United. Ouais, le fait qu'il soit à plein cœur d'un système de Super League,
c'est logique, c'est chier sur 120 ans d'histoire, hein. Mais c'est logique aussi. Ça se comprend. Ok, merci pour ton point de vue. Joe Mammon, du coup, nous a rejoint. Et je vais d'abord donner la parole à Nolé, du coup, qui est là depuis le début, qui est peut-être plus jeune et qui est... salut Joe. Et qui est peut-être plus le public concerné, on va dire, et ciblé par cette Super League, du coup. Quel est ton point de vue, du coup, Nolé, sur cette Super League? Est-ce que ça te hype? Et si oui, pourquoi? Non, malheureusement, ça me hype pas du tout. Là, je suis contre et malheureusement, je le revendique. Il y a tellement d'arguments pour essayer de. Il y a tellement d'arguments qui sont possibles, je veux dire, pour parler de cette mascarade. Ça va créer un bordel pas possible au niveau des clubs, ceux qui auront rejoint la Super League et ceux qui ne l'auront pas rejoint. Parce que voilà, Manchester City, United, Liverpool, ce sont des clubs historiques. Et le fait qu'ils soient menacés de quitter leur championnat respectif, il n'y a pas que, je veux dire, il y a aussi le Barça, le Real Madrid. Ils ont peut-être gagné 30 fois la Liga, eux, pour le coup. Donc c'est n'importe quoi, on met en péril, je veux dire, 100 ans d'histoire pratiquement. Alors il y a des clubs, pour le coup, le PSG, le Bayern, du coup on ne sait pas s'ils vont rejoindre, mais a priori non. Mais pour moi, c'est impossible. Comment est-ce que les joueurs ils vont pouvoir tenir l'intensité d'une Ligue des Champions sur toute la saison? Ils vont être crevés physiquement, tout le monde va être blessé de partout. Les joueurs, est-ce qu'ils vont pouvoir accéder aux sélections nationales? Comment est-ce que tout ça va pouvoir être géré sans qu'il y ait de problèmes? Le dialogue entre l'UEFA et les organisateurs et Florentino Pérez, l'organisateur de cette Super League, semble au point mort. Pour moi, ils ne trouveront jamais vraiment un accord là-dessus. L'UEFA, ils sont très clairs, ils veulent la Ligue des Champions et rien d'autre. Et on ne sait pas par contre si les sanctions qu'ils comptent mettre sont... Voilà, s'ils vont vraiment poser leur couille et s'ils vont vraiment mettre ces sanctions. Mais en tout cas, ça semble très très... Allô? Les Néo-Zélandais qui jouent en dehors du pays, en dehors des clubs au sein du pays, ne sont plus sélectionnés avec l'équipe nationale. Je dis, je sais que c'est un système qui existe en rugby, je me demande pourquoi il n'est pas applicable en football, quoi. C'est quoi le fond, ce qui empêche de s'appliquer? Ce qui n'empêcherait pas tous les problèmes, mais limiterait au moins en partie la Super League. Enfin, de l'UEFA ou de la FIFA, Bon, il y aurait toujours des gens pour... Zalonski, est-ce que tu veux t'exprimer du coup avant qu'on passe la parole à Joe Mammon? Je vais quand même dire un mot après. Moi, me concernant, déjà j'étais choqué. En fait, ma première réaction, c'est que j'étais choqué, non pas que ça arrivait, mais que ça arrivait aussi vite. Je pensais pas voir ça cette année, ni même aujourd'hui. Et en fait, je suis pas vraiment étonné parce que ça fait 20 ans qu'ils veulent. Donc je suis pas réellement étonné de la décision, ni même de l'organisation de ce genre de compétition. Et après, je reste quand même contre, bien évidemment, parce que je trouve que ça gâche totalement l'histoire de la Ligue des Champions. Puis même, c'est l'esprit même du foot, quoi, qu'on perd un petit peu, c'est le fait que de voir des petites équipes pouvoir prendre la place des gros et avoir du changement. Sinon,
C'est tout ce que je veux dire pour l'instant. Ok. Eh ben, Jubaman, vas-y, tu peux cracher ton venin. À toi l'honneur. J'attendais ce moment. Vas-y. Ça va me faire plaisir. On va se faire plaisir. Alors, ouais, non, je vais revenir sur un point quand même. C'est sur. Évidemment. Je vais revenir sur un point bien précis. Ça concerne les sanctions. Donc, je connais pas le détail, mais j'en ai parlé cet après-midi avec monsieur Vincent Couronne, qui est un enseignant de droit et qui gère en partie le journal des surligneurs. On en a parlé et ouais, il semble bien, en tout cas, il est d'avis que ces sanctions sont effectivement interdites. Alors, il me semble que c'est tout simplement, si elles sont illégales, c'est à cause de. Ah, c'est à cause. C'est parce qu'il y a déjà quelques décisions qui ont été rendues par la Cour de justice de l'Union européenne. Tout à fait. C'est plutôt vis-à-vis de l'Union qu'il y aurait de gros sourcils. C'est pour ça qu'en fait, le cas des Néo-Zélandais ne poserait pas trop de problème, dans la mesure où c'est en Nouvelle-Zélande. Donc, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne, ils s'en fichent. Dans le cas des Anglais, par exemple, l'Angleterre fait plus partie de l'Union européenne maintenant. C'est vrai. Dans le cas de l'Angleterre, éventuellement, ça peut être jouable, c'est vrai. Dans le cas de l'Angleterre, ça peut être jouable. Par contre, ça signifierait que pour les joueurs, notamment si on prend les joueurs, je précise, pour les joueurs français, espagnols, etc., et même de toutes les nationalités d'ailleurs, qui sont dans l'Union européenne, là, pour le coup, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et je pense que c'est le principal problème, c'est-à-dire que soit l'Union européenne elle-même, et ça semble être ayant en partie le cas, se montre elle-même défavorable et dit bon allez on va faire une petite exception, etc. Ce qui me semblerait peu. D'un point de vue juridique, je trouverais ça extrêmement peu. Soit, et c'est plus probable, c'est-à-dire qu'il faut se prendre un petit tacle dans la gorge, même si les petits tacles dans la gorge, la FIFA s'en fout et elle n'hésitera pas à le faire, elle n'hésitera pas à persister, à signer et à payer toutes les amendes nécessaires. En tout cas, c'est mon avis. C'est pas la première fois que la FIFA essaye, notamment la FIFA essaye de tricher vis-à-vis du droit et elle le fera encore et encore. Ça, c'est clair et net. Par contre, pour sa compétition en elle-même, bien évidemment, c'est absolument honteux. C'est absolument honteux. Où est-ce qu'on va? C'est absolument inadmissible. Et en même temps, il y a une part de logique. Il y a une part de logique, malheureusement, compte tenu du fait que ça fait des années, ça fait déjà de nombreuses années, que les clubs, notamment les plus gros clubs, se rendent compte de leur succès à l'international et essaient de plus en plus de s'ouvrir à l'international. Et autant pour nous, à Metz-Nancy, pour nous, on va dire pour nous, supporters de français ou plutôt de football français, on va se dire, ouais, c'est la Carver, c'est le derby lorrain, forcément pour nous, c'est notre éclat. Par contre, vous comprenez que pour un Asiatique, ça n'a pas d'intérêt, pour un Américain, ça n'a pas d'intérêt, et pour un Africain, ça n'a pas d'intérêt non plus. Au même titre que nous, à de rares exceptions, on se moque un petit peu des derbys. Je vais juste prendre cet exemple-là, et vous allez comprendre. Ça remonte à quand la dernière fois que vous avez regardé, par exemple, un derby Boca Juniors River Plate? Il y a des Libertadores sur le forum, donc je pense qu'il y en a qui regardent. Mais On sait jamais. 2018. Ouais. Non. Et après, oui, le point il est correct. Hein. Non, mais là, j'ai envie de dire, pourtant, c'est peut-être l'un des plus grands derbys du football mondial, tu vois. J'ai envie de dire River Plate Boca Juniors, j'ai envie de dire, c'est censé nous attirer et tout. Et encore, c'est parce que nous, on est grands supporters de football. On est de grands supporters de football. On a envie de regarder un maximum de trucs. Je pense que j'ai envie de dire. Le groupe, t'aurais pas les mêmes. Oui, voilà, mais de toute façon, il y en a qui l'ont dit ici, qui n'ont jamais regardé. Et j'ai jamais regardé non plus. J'ai jamais regardé. En tout cas, j'en ai pas regardé en direct. J'ai peut-être déjà regardé, même si j'ai déjà regardé des matchs, on va dire, en plus que différés. Je l'ai jamais regardé en direct. Au-delà d'une question de temps, c'est aussi une question d'horaire, tout simplement. Quand le derby commence, il est 3h du matin, t'as pas envie de regarder ça en direct. C'est normal. Il n'a même pas non plus spécialement envie de le regarder le lendemain. Sauf si t'es vraiment hypé. Ouais, si t'es surhypé. Mais c'est normal qu'on soit beaucoup moins hypé dans la mesure où c'est lié à l'Argentine. C'est très lié à l'Argentine. Dans la mesure où t'es pas argentin, forcément tu regardes ça d'un œil et tu te dis ouais bon ok.
envie de dire, c'est un pays qui a plus de 20 000 kilomètres. Bah, c'est comme ça. Au même titre, et j'ai envie de dire, là-dessus, je parle même comme j'ai dit, l'un des derbies les plus importants du football mondial. J'entends à l'échelle des derbies, bien sûr. Et j'ai envie de dire, déjà, même là, juste parce que c'est un pays particulièrement distant avec qui on n'a pas d'affinité particulière, on sent. Et j'ai envie de dire, encore une fois, je prends la derby les plus importants. J'ai envie de dire, je vais prendre un exemple plus simple. Enfin, même pas véritablement un exemple. Si je vous demande, allez, les principaux derbies moldaves. Tout le monde s'en tape. Mais voilà. Bonne question. Vous voyez ce que je veux dire? Après la Moldavie, quoi, aussi, bon. Ouais, non, mais je prends la Moldavie. Mais j'ai envie de dire, même en Asie, etc., ces petits derbies locaux, à quelques exceptions près, quand ce sont de très gros clubs, parce que, bon, forcément, le derby Real Atlético, bien sûr, tout le monde prend. Par contre, déjà, je suis désolé, FC Barcelone, Espanyol Barcelone, ça fait déjà des années dont on regarde ça vite fait que d'un œil, on se dit, ah ouais, ok, voilà. C'est un peu comme Liverpool-Everton aussi, quoi. Ouais, dans une certaine mesure, oui. Pour nous, Liverpool-Everton, ça nous passe un peu au-dessus. On va dire, entre guillemets, c'est normal, on n'est pas anglais. On n'est pas anglais. Donc, à part si on est un énorme fan de Liverpool, on s'en fiche un petit peu. Mais après Liverpool-Everton, c'est aussi un derby qui est historiquement assez amical. On n'est pas sur des derbys qui sont... Mais au final, oui. Après, même si tu prends des derbys qui sont historiques, qui sont des grands matchs et qui sont pas si loin de nous, tu vas en Europe de l'Est, par exemple, c'est le dernier Eternal Derby TUA Dynamo Bucarest a quand même donné des matchs, comme on parle d'un club qui gagne une Ligue des Champions et un club qui a fait une demi-finale. Pourtant, c'est des matchs dont au fond tout le monde se branle. À part quelques personnes, etc., que ça intéresse, etc. Mais au final, le football, oui, mais aujourd'hui, le football, son centre névralgique, c'est c'est les 4 grands championnats et la Ligue 1. Allez, pour être gentil. En fait, ça va un peu au-delà. C'est-à-dire, ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, à partir du moment où tu te rends compte que ces petits derbys locaux qui finalement ne se basent pas sur une certaine compétitivité. Ça, c'est plus des trucs style classico. C'est, j'ai envie de dire, bon, à quelques exceptions près, bien sûr. Mais si on prend par exemple le Juventus Inter de Milan, c'est pas un choc culturel, c'est pas un choc local, quoi que ce soit. Non, c'est juste que c'est, on va dire, les deux plus français comme les deux plus grandes équipes italiennes. C'est pour ça que c'est le derby d'Italie, comme on dit. Bon, sans offense pour les supporters de l'AC Milan. Que je vais passer pour le numéro 3, c'est pas le propos. Le débat. C'est pas le propos. Mais vous voyez ce que je veux dire. Justement, tu vois, on est en train de parler de derby, justement. Mais est-ce que ça va pas nous lasser de voir tout le temps des Real Liverpool, des City Chelsea? J'ai envie de te dire, qu'est-ce qui fait qu'un derby soit prestigieux? Qu'il ait lieu 2 ou 3 fois par an, pas qu'il soit là presque chaque semaine. Donc, on a que tout le temps des gros matchs, ça va foutre un bordel pas possible et il n'y aura plus aucune saveur. Et surtout, c'est qu'il faut réfléchir à moyen terme. C'est que sur une saison, à la limite, 200 limites. Mais 10 ans de suite, au bout de 10 ans, je sais pas vous, mais au bout de 10 ans, remettre un Liverpool Real, en fait, ce sera devenu une affiche banale, en fait. Mais c'est ce qu'on a actuellement, en fait. En fait, on va banaliser l'exceptionnel. Alors, c'est un peu le problème, à mon humble avis, le problème du foot moderne, c'est qu'on a banalisé l'exceptionnel, déjà. C'est trop. Mais là, ça va être encore plus le cas, c'est-à-dire que toutes les affiches qui étaient exceptionnelles sont devenues, ouais, bon, on dira ça comme on dit aujourd'hui, hein, tu vas à Montpellier, no offense to Montpellier. Alors, je pense pas que c'est grave au stade. J'ai envie de dire, tu regardes les entre guillemets, c'est toujours les mêmes clubs. Là, je me doute qu'il y a quand même des clubs qui ont disparu, des clubs qui sont apparus, des franchises. Des franchises. Bref. Et pourtant, celui qui me dit, oh non, toujours l'affiche descendant, je pense qu'en modisme, cette personne suit le basket régulièrement. Donc, pour moi, ça, c'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'au contraire, les affiches, peut-être, pourront rester palpitantes. Ce que je veux dire par là, quand je parle des derbies, etc., c'est qu'en fait, c'est un ensemble. Un ensemble de facteurs. Ça peut être soit parce que ce sont des clubs particulièrement compétitifs, ce qui est notamment le cas quand on parle en grande partie classique, c'est parce que tout simplement, c'est les clubs les plus compétitifs.
parfois, tu as effectivement un impact culturel comme Real Barcelone, et parfois pour Inter Juventus, c'est un peu moins le cas. Pour PSG-OM, c'est pas pleinement le plus. Quoi qu'on en dise. Ça a été écrit. Et voilà. Merci Canal, quand même, pour ça. Équipe de France. Enfin, je veux dire, c'est peut-être les 2 plus grandes équipes de France. Les 2 plus grands clubs de France. Et le club de France, c'est 4 ans. Voilà, déjà commencé. Et voilà, on va revenir dessus. D'autres clubs ont marqué le football français. Voilà, surtout, on va dire quand même un petit apport culturel, c'est la première ville de France contre l'époque qui était considérée comme la deuxième. Non. Et puis, on est passé bien au-dessus. Bon, je veux dire, c'est qu'il n'y a pas seulement que l'aspect sportif qu'on a dans les derniers. J'ai envie de dire, je vais prendre un dicton qu'une personne habitant en Finlande dit un jour, c'est les Finlandais, eux, ce qui les intéresse, c'est pas de gagner une compétition, c'est dans beaucoup de pays, dans l'ensemble des pays, à chaque fois, c'est la même chose. Souvent, ils sont pas du tout équitables, ils sont pas tout un club qui est nettement au-dessus de l'autre. Mais l'idée, on les c'est-à-dire aujourd'hui, Lyon est au-dessus de Saint-Etienne, pourtant, Stéphano, quand il réussit à être au-dessus, à battre Saint-Etienne, c'est une faire monstrueuse. Et ils s'en foutent de 14 à la fin. Ils ont battu Lyon, un exploit. Et s'ils battent Lyon avec ça, c'est je veux dire ça, un truc, c'est vrai concernant la principale derby où effectivement la majorité des clubs le moment même pour de derby, notamment celui de Milan et Milan, où vraiment c'était un moment de la Coupe de championnat. C'est-à-dire que deux clubs respectifs, quand ils écrasent son rival, c'était réellement de gagner le championnat et non simplement en sur un placé. Alors après, je pense que c'est pareil avec le Barcelone. Il doit à peu près évident cette même philosophie. Si je pense réaliste, un peu plus content de gagner ce genre de rencontre que les joueurs du Real. Mais non, ouais, je pense que Barcelone est plus justement les supporters de Barcelone sont plus contents de gagner ces derbys mais après c'est pas plus la même philosophie des clubs que concernant les derbys qu'on connaît comme celui de Milan, on perd finalement côté qui donne tout sur toute l'année pour faire mieux pour l'équipe. Ce que je veux dire, c'est toujours une importance à se faire du foot en vie. C'est pour ça que quand j'ai dit City, aussi des clubs qui sont évoqués comme des clubs historiques qui déjà depuis une année sont en creux. Ça reste toujours, je trouve que ça reste toujours intéressant quand on a un derby lorrain. Même les deux clubs on est content de cette affiche que d'un point de vue tout et là, ce que je veux dire notamment cet exemple, c'est qu'on passe d'un super au super. Quand tu consommes du foot, t'es une histoire de merde, etc. Tout ce que tu veux, c'est avoir du bon foot, du bon général. Mais c'est pas un peu déjà tout ça. Frère, ça s'est fait. Des fans de
nous, fans de. On a les tout. Et puis. La Ligue des Champions 18-19, match historique qu'il y a eu, ça, les émotions dingues et on arrive là parce que autant et c'est bon le. Alors, en fait, souvent, on dit fermé, surtout déjà c'est quand ça a été quasiment parce que la ligue qui existe aujourd'hui avec ce là, c'est la seconde mondiale. Ça fait bon, on va c'était déjà entre guillemets des enquêtes c'est comme ça dans leur culture. On va pas chercher sur la culture. Et au moment où il n'y a pas de qui ont été toutes les conditions régulièrement dans les histoires, mais dans 20 ans, je sens minimum de tentative et de toute façon, toujours possibilité, je pense, quand même, de construire une nouvelle France. C'est des années, donc, ça c'est un cas, on va dire, quasiment au nouveau, comme je l'ai dit, si je ne pas, c'est pas forcément, mais on pourrait dire apparemment, c'est clairement clair. Je ne sais pas qui d'autre a peut-être Non. forcément pour voilà. Ok. Angleterre et Allemagne. Voilà, donc j'ai envie de dire, on a unis parmi des clubs de bonne qualité. Donc, plus on a Mount, ici, on a exactement, j'ai envie de dire, même là, de toute façon, j'ai envie de dire, on prend juste tout ça, toujours les crédits. On va Directement. La Ligue des Champions que je connais depuis 24 ans, donc, enfin, je connais personne connu à la Ligue des Champions. Chaque année, on a et la tuerie de l'air, on a qui toujours
2018. En termes de performance d'équipe, plus c'est pas possible. Alors, pratiquement, oui, mais le Shakhtar, ils avaient gagné la Ligue Europa en 2009, le CSKA, ils avaient gagné en 2005. Déjà, c'est la Ligue Europa, c'est pas des champions. Donc, en termes de revenus, en termes de c'est pas la chose. Et, oui, peut-être que les des viennent de Ligue semi. Longtemps, tu peux avoir Arsenal cette année, globalement, chose. C'est la différence. Mais leur le championnat, le meilleur championnat, le meilleur des champions du coup à côté. Meilleur championnat, en plus la France, ça change chose en fait. Entre la Ligue des Champions que 36, en fait, un club anglais qui sont pas envie de ce historique et le reste 3 clubs français, 3 clubs portugais, puis le reste on vous donne des miettes. La Ligue des Champions déjà une semi super fermée. En fait, globalement de gros, tout a été gros, alors ils sont en train d'expliquer que qui vont la Ligue des Champions génère presque 2 milliards de revenus et il n'y a que 1 milliard qui est redistribué tous les clubs. 1 milliard, c'est déjà un milliard. Tout le reste de l'argent pour UEFA. C'est quoi la différence entre le Real Madrid qui s'associe avec ses 11 copains qui vont pour gérer ouais, qui rentre en Super League. Ouais, il fait